Leaders dans leur secteur à l'étranger, ils restent toujours tournés vers la RDC. Mais qu'en pense-t-il ? Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. En direct de la diaspora, l'ancienne opposition UDPS réalise-t-elle ce qu'on attendait d'elle après tant d'années de lutte ? Je reçois ce lundi 6 septembre, après le journal de 19h, Robin Masangana Diamaka, analyste politique, écrivain. Il a été en Europe de tous les combats auprès du président Félix Tshisekedi. En direct de la diaspora, aujourd'hui nous recevons un politologue, analyste, écrivain, ancien directeur de cabinet de Félix Tshisekedi quand il était secrétaire aux relations extérieures de l'UDPS. On parle d'il y a plus d'une dizaine d'années, mais aussi directeur de cabinet du président du parti UDPS. C'est donc un proche de l'actuel président de la République, un vieux de l'UDPS, parti auquel il a adhéré il y a plus d'une trentaine d'années, selon ses propres dires, par conviction et par passion pour Étienne Tshisekedi. Robin Masangana Diamaka, bonjour. Bonjour, c'est Christian. J'ai dit que vous êtes écrivain, vous avez écrit beaucoup de livres. Les idées d'Étienne Tshisekedi, dialogue politique de Lusaka, pourquoi pouvoir gouverner la RDC, très important, effervescence religieuse, regard belge sur la RDC et le temps du pouvoir. Commençons par nous poser la question suivante. Vous êtes toujours dans la diaspora. On a beaucoup attendu l'UDPS aujourd'hui au pouvoir, l'UDPS de l'état de droit, le peuple d'abord. Est-ce que, objectivement, aujourd'hui, on peut dire que c'est en voie ? Je pense, d'abord, merci, M. Sakoino, de l'invitation que vous m'avez adressée. J'en suis très fier. Je profite aussi de l'occasion pour saluer les téléspectateurs, les auditeurs, ceux qui vont nous suivre. Je leur demande leur pleine attention pour bien comprendre ce qu'on dit. Est-ce que l'état de droit est en marche au Congo ? Moi, je pense que oui. Que oui, tout doucement, parce que l'état de droit, ce n'est pas quelque chose qui se décrète. L'état de droit se construit dans le temps, dans l'environnement et aussi par l'action qu'on mène, que le gouvernant et la volonté du peuple, les participants, c'est-à-dire l'action, l'accompagnement du peuple par rapport à ce que le gouvernement peut décider ou son orientation. Donc, moi, je pense que l'état de droit, c'est quelque chose qui ne se décrète pas. C'est pas parce qu'on change de pouvoir que automatiquement on a l'état de droit. Ce qui est important, c'est que le pouvoir qui est arrivé, que le pouvoir qui est en place, mène des actions et une action politique qui encourage, qui entraîne et qui instaure l'état de droit au fur et à mesure. En toute objectivité, vous êtes loin de Kinshasa, dans un pays où l'état de droit est plus ou moins consacré. Quels sont les signaux que vous pouvez dire avoir vu que tout est en action pour l'état de droit ? Mais il y a d'abord le fait que, il y a eu quand même des libérations de ceux qui ont été arrêtés par leur action politique, donc des prisonniers politiques. Il y a eu des libérations. Deuxièmement, je pense que le pouvoir législatif fait son travail. Est-ce que je n'apprécie pas, je ne donne pas une appréciation sur leur travail, mais j'ai l'impression qu'ils sont quand même à l'œuvre, qu'ils font leur travail, qu'on les écoute. Il y a aussi le fait que la justice se mette au travail, et j'apprécie beaucoup l'action de l'IGF, l'Inspection Générale des Finances. Et moi, je souhaite vraiment qu'il y ait plusieurs IGF au Congo, dans plusieurs départements, c'est-à-dire que le contrôle judiciaire. Donc, tout doucement, je constate que la séparation du pouvoir, qui est un des éléments d'un état de droit, se met en place petit à petit. Deuxièmement, il y a le respect des droits fondamentaux des gens. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire que les gens ne peuvent pas s'exprimer au Congo librement. Je regarde les médias, je vous suis beaucoup sur Top Congo. Je dis en passant que j'apprécie beaucoup. Donc je vous suis. Votre expression et l'expression d'autres
personnes qui interviennent sur les réseaux sociaux ou sur... je pense que tout doucement, il y a une libre expression qui se met en place. Les débats politiques s'organisent tout doucement. Et bon, la primauté du droit, vous savez que le droit, tout le monde doit normalement respecter les lois de la République. Et la primauté du droit est un des éléments d'un état de droit. Et je vois que, bon, il y a eu de hautes personnalités de la nation, vous savez de qui je peux parler là. Y compris de l'UDPS. Y compris de l'UDPS. L'UDPS, on va y arriver, du peuple d'abord, qui semble-t-il n'est pas, ou peut avoir on va dire, ses brebis galeuses. Mais vous savez, dans toute communauté, dans toute société, il y a toujours des brebis galeuses. Mais c'est vrai qu'il y a les principes et il y a l'action. Bon. Sur les principes, nous sommes tous d'accord. Mais sur l'action, il y a toujours... Libération d'opposants notamment, en termes d'action. La coalition Lamouka semble aujourd'hui vouloir dire qu'elle est aussi bien traitée que l'UDPS était traitée sous le régime Kabila. Non, je ne crois pas qu'on peut aller jusque-là, parce que ce que l'UDPS a vécu lors des manifestations, aujourd'hui, je crois qu'il y a une libre expression, les gens peuvent manifester, les gens peuvent dire leur désaccord vis-à-vis des gouvernants en général. Je pense que même le président a son lot de critiques et des réprimandes. Donc je ne pense pas qu'on puisse mettre ça en équilibre. Mais c'est comme je disais, l'état de droit, c'est pas un fait accompli, c'est pas un fait fixe, c'est quelque chose qui bouge dans le temps et qui s'instaure doucement. Dans les pays où nous vivons ici, il a fallu des centaines d'années aussi pour qu'on arrive. Et encore aujourd'hui, on travaille sur l'état des droits. Même en Belgique, en France, dans les pays démocratiques aux États-Unis, on continue encore à travailler sur l'état des droits. Quand on voit aux États-Unis la situation, par exemple, de la communauté afro-américaine, on voit que l'état des droits n'est pas quelque chose d'abouti. Donc, chaque fois, il faut toujours améliorer. Ce qui est vrai, c'est que dans notre pays, dans nos pays africains, il faut travailler. Parce que pour moi, l'état des droits ne se limite pas à ce qui est juridique. Pas seulement qu'on respecte les droits humains, que tout le monde clame haut et fort que la loi est au-dessus de tout, qu'on dise, voilà, nous sommes au Parlement, les belles images, où le Parlement travaille. Non. Pour moi, l'état des droits, c'est le respect des gens, mais c'est aussi ce que moi j'appelle les droits sociaux. C'est aussi l'environnement. Les gens doivent bien vivre. Quand les gens ne sont pas bien, quand le peuple souffre, évidemment, l'état de droit, ça devient un vain mot. Mais à écouter l'UDPS, quand vous étiez dans l'opposition, il ne suffisait que d'eux. Vous ne parliez pas d'un long fleuve pour atteindre l'autre rive. Vous parliez de mesures rapides et de changements radicaux et rapides. Libération d'opposants, il y en a certains autres qui ont connu des bévues, c'est vrai, aujourd'hui ils ne sont pas interpellés. Le pouvoir législatif indépendant, on voit bien aujourd'hui qu'il y a quelques petits problèmes, notamment à l'Assemblée nationale avec la désignation du président de la CENI, pour lequel beaucoup semblent dire qu'il y a la main noire de l'UDPS ou de la présidence de la République. Respect des droits fondamentaux, certains vous opposeront le fait que vous avez cité Top Congo notamment, sous Kabila aussi, vers la fin de son règne, la liberté était déjà en place. La primauté du droit, on évoque notamment certains arrêts de la Cour constitutionnelle qui rendent la constitution des majorités parlementaires un peu plus difficile dans le futur. Cette longue marche vers l'état de droit, elle sera autant semée d'embûches? Ah oui, ça s'appelle de la politique. Ça s'appelle faire de la politique. Et quand on fait de la politique, il y a toujours des obstacles, il y a des embûches. Bon, vous parlez de la CENI. Vous voyez l'importance de la CENI dans l'organisation politique de notre pays. Et moi, je rigole parfois quand on me dit, quand on me parle de la dépolitisation complète de la CENI. J'en rigole parce que je ne sais pas, peut-être vous
vous connaissez les gens de la société civile qui ne sont pas ou qui n'ont pas de visions politiques ou qui n'ont pas d'ambition ou des visions politiques ou qui ne sont pas politisés. Je pense que le problème, ce n'est pas de la dépolitisation complète de la CENI ou des institutions de l'État. Le grand problème chez nous, c'est le problème de la responsabilisation des cadres qui sont dans les institutions de l'État, de la prise de conscience et de leur état d'esprit. De se dire, moi je suis à la CENI, si j'organise les élections par exemple, si je participe à l'organisation des élections, il y a une conscience politique, il y a la loi. Et c'est pour ça qu'il faut donner plus de force à la justice. Pas seulement sur la question de finances, mais aussi sur la question, par exemple, de l'organisation des élections, sur beaucoup d'autres points où on sait que le contrôle judiciaire impacte beaucoup l'action des gens. La justice, dont certaines indiscrétions l'ayant dit, le président Félix Tshisekedi n'est pas d'accord. Récemment, lors des 100 jours, il semble avoir quitté la manifestation très en colère contre les responsables de la justice. Est-ce qu'on peut dire que la justice, aujourd'hui en République démocratique du Congo, est ce qu'elle devrait être? Je ne parle pas de la justice de base où on parle beaucoup de corruption, mais même des gens, certes trouvés là, mis en place par l'actuel pouvoir, continuent dans les pratiques de l'ancien pouvoir. Non, ce n'est pas continuer dans les pratiques de l'ancien pouvoir, c'est mettre en place les éléments qui vous permettent de mener votre propre politique. Parce que, même ici, vous savez très bien que quand le gouvernement change, quand le pouvoir change, la première chose qu'on fait, c'est de mettre en place les éléments qui vous permettent de mieux atteindre vos objectifs. Oui, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé? Aujourd'hui, est-ce que ça a changé? Vu d'ici, vous entendez toujours les mêmes... vous analysez ce qui se passe au niveau de la justice. La Cour constitutionnelle, vous écrivez, mais vous analysez aussi. Est-ce que la Cour constitutionnelle, ce qu'elle a dit notamment sur la composition de la majorité, vu de Belgique où le système, l'architecture politique est quasi la même, est-ce qu'il est concevable de voir une majorité changer? Est-ce qu'il est concevable de voir les éléments d'un parti se désolidariser de leur parti? Que pensez-vous de cette justice et de ces arrêts de la justice congolaise? Mais je pense d'abord que l'essentiel dans un état de droit, c'est la liberté politique aussi. Les changements de majorité politique, on ne peut pas les décréter. Ce n'est pas la justice qui peut déterminer les changements des majorités politiques. Ce sont les positionnements des hommes politiques. Mais la désolidarisation d'un homme politique par rapport à un parti dans lequel il appartient toujours et sous l'étiquette duquel il a été élu, l'analyste politique que vous êtes dit c'est normal. C'est normal. Ici, vous regardez au Parlement français, il y a des députés qui ont changé des camps, ici aussi. Le problème, c'est qu'on ne peut pas être assis sur deux chaises. Quand on quitte un parti politique, soit on remet son mandat au parti politique par lequel vous êtes arrivé à ce poste, soit vous vous inscrivez dans un groupe d'indépendants. Voilà, ça se passe comme ça ici aussi. Les gens peuvent changer d'orientation politique ou de point de vue politique ou simplement de positionnement politique, mais il faut que ça soit clarifié dans l'organisation pour que, in fine, quand la loi est votée, qu'on sache exactement qui fait quoi et comment. En perdant leur mandat. Ils peuvent perdre leur mandat ça, c'est le contrôle de la constitutionnalité. Voilà. Donc, ça dépend. C'est un des éléments aussi d'un état de droit. Même si les parlements considèrent, ils peuvent perdre leur mandat. Le problème, c'est que quand ils perdent leur mandat, il faut les remplacer. Donc, il faut organiser d'autres élections. Et ça, c'est pas possible, c'est ce que vous voulez dire. Est-ce que politiquement, c'est possible? Dans la sérénité, je veux dire. Donc, il y a une question. On peut créer des groupes d'indépendants, des députés indépendants, qui appuient, selon leurs propres idées politiques, le gouvernement ou l'opposition. Ça se fait ici, qu'un député quitte son groupe habituel pour rejoindre le groupe des indépendants, constituer un groupe d'indépendants. Voilà, ça se fait. Ça peut se faire en cours de route. Vous savez, on ne dit pas qu'on doit rester politique, avoir les mêmes idées en permanence. On peut évoluer, on peut changer. Ça peut arriver.
Vous êtes l'auteur du livre « Les idées d'Étienne Tshisekedi ». Est-ce que les idées d'Étienne Tshisekedi, selon ce que vous en savez, j'ai dit que vous êtes UDPS depuis plus de 30 ans, vous les retrouvez aujourd'hui dans la direction des affaires de l'État? Je retrouve les idées d'Étienne Tshisekedi. De quoi ne serait-il, vous qui l'avez connu, de quoi ne serait-il pas content aujourd'hui? Il ne serait pas content qu'on puisse ne pas penser d'abord à l'État, au peuple, c'est-à-dire à la souffrance, qu'on puisse ne pas privilégier l'intérêt national. Donc aujourd'hui, on ne privilégie pas l'intérêt national? Aujourd'hui, on commence à privilégier l'intérêt national. Je pense que quand le président, parce que j'ai entendu beaucoup de critiques autour de ça, se déplace beaucoup, parce que l'intérêt national, c'est quoi? Il y a deux prises dans l'intérêt national. C'est l'organisation interne du pays, l'organisation politique, économique interne du pays, mais c'est aussi la relation avec les partenaires. Quand on parle d'investissement, ceux qui mettent l'argent ou qui investissent, qui construisent, viennent souvent de l'étranger. Les investissements sont souvent étrangers. Et les investissements étrangers, vous savez qu'il faut de la confiance, des gens qui investissent. Quand on voit en Afrique, parce que les gens parfois ne comprennent pas que quand on voit même les organisations internationales sur place chez nous, ces organisations ont d'abord l'aval de leurs gouvernements respectifs avant d'arriver chez nous. Or, avant d'avoir cet aval-là, le gouvernement ici ont besoin des assurances. Des garanties. Légales, les garanties, les problèmes de sécurité, les problèmes du respect des investissements. Donc, voilà. C'est qu'il faut venir voir ces gens-là. Il faut les voir, les convaincre. Et aller à gauche et à droite. Et ça, c'est quelque chose de très important à faire avant d'espérer voir le fruit de tous ces investissements sur place. Aujourd'hui, la coalition Lamuka appelle à un dialogue politique. Vous avez écrit sur le dialogue politique de Lusaka. Le dialogue politique vise à trouver un consensus pour une gestion plus à même d'être proche de tous les acteurs ou d'un maximum d'acteurs politiques. Est-ce qu'aujourd'hui on en a besoin? Il faut toujours dialoguer en politique. Toujours et encore. En politique, il faut toujours dialoguer. Vous êtes d'accord donc avec... Est-ce qu'en politique, il faut toujours un consensus pour agir? Ma réponse est non. Je pense qu'on n'a pas besoin d'avoir au Congo tout le temps de gouvernement de consensus. On a besoin d'avoir au Congo un gouvernement qui fonctionne, qui agit, et une opposition forte pour créer un débat politique. Parce que le débat, c'est ça qui fait avancer une nation. Union pour la démocratie et le progrès social, c'est votre parti, UDPS. Comment est-ce que vous expliquez que le dialogue social et politique ne soit pas permanent? Aujourd'hui, on voit, même au sein de l'Union sacrée, créée par Félix Tshisekedi, des voix qui s'élèvent, je ne cite que Moïse Katumbi, contre ce qui se passe. Est-ce que, puisqu'on parle de dialogue politique, au sein de sa famille et à l'extérieur, le défaut de l'actuelle gouvernance, ce n'est pas faites ce que je dis et que ce que je dis? Non, dans la coalition, dans ce qu'on appelle la majorité, il y a des divergences, ça, et tant mieux, parce que la majorité n'est pas homogène. La majorité, comme l'opposition d'ailleurs, au Congo, il n'y a pas... Oui, mais le fait qu'on entende les plaintes à l'extérieur, c'est bien la preuve qu'en intérieur, ça ne se parle pas. Comment expliquer le fait des dernières sorties, notamment de Moïse Katumbi, je reviens à lui, s'il y avait dialogue entre lui et le président Tshisekedi? Ce dialogue politique n'existe donc pas. Mais ça, je ne suis pas dans le secret pour savoir s'il n'y a pas de dialogue. Ce n'est pas parce qu'on dit qu'il n'y a pas de dialogue qu'il n'y a pas de dialogue en politique. Il y a des dialogues qui peuvent se passer en sourdine, en coulisses. Il y a des dialogues qui peuvent se faire entre collaborateurs. Il y a des dialogues qui se font entre ensembles politiques. Mais est-ce que par dialogue, il entend des entretiens directs avec le chef de l'État? Je ne sais pas. Mais maintenant, le dialogue, il ne faut pas un dialogue pour le dialogue.
Le dialogue doit avoir un contenu politique, le dialogue doit avoir des objectifs politiques et le dialogue doit avoir un cadre politique. Maintenant, est-ce que le dialogue, c'est sur des thèmes précis? Je pense que quand vous me dites ça, vous me parlez de la problématique qu'on a appelée, j'aime pas beaucoup le terme, de congolité, peut-être que vous parlez de ça, mais est-ce que c'est au chef de l'État de le décider? De penser qu'il doit agir partout et dans tout. Moi, je pense que son rôle n'est pas là. Son rôle, c'est de faire avancer la nation. Et Moïse Katumbi est une personnalité de la nation congolaise. C'est un républicain et les républicains, et tout républicain doit respecter les institutions de la nation. Pouvoir gouverner la RDC, est-ce que l'UDPS était prête? On n'est jamais prêt à gouverner. Pourquoi? Parce que ce qu'on dit et ce qu'on fait dans l'opposition n'est pas forcément ce qu'on dit ou ce qu'on va faire une fois au pouvoir. Parce que lorsqu'on est au pouvoir, on est confronté à des réalités nouvelles. On est obligé d'être pragmatique, de tenir compte non plus seulement de son camp, mais aussi de l'ensemble. Donc, au pouvoir, on doit prendre en compte ce qui est dit dans son camp, ce qui est fait par son camp, mais aussi ce qui est fait par des gens qui vous détestent, qui vous critiquent, qui vous insultent à longueur de journée. Quand on est au pouvoir, on doit d'abord penser à la nation et pas à soi. On est en Belgique. Vous avez écrit Regard belge sur la RDC. Vous êtes depuis très longtemps à regarder ce que font les Belges par rapport au Zaïre hier et au Congo aujourd'hui. Est-ce que la Belgique a changé? La Belgique a changé dans son comportement public vis-à-vis de la RDC. Je m'explique. Avant, il y avait des interventions publiques, directes, dans les médias et tout ça. Et maintenant, on observe une certaine discrétion dans les chefs du gouvernement belge ou des acteurs belges. La Belgique a changé aussi parce que je sais qu'il y a moins d'ONG, il y a moins d'actions, et ça je déplore, de la Belgique au Congo, sur place au Congo. Donc, le dialogue entre la RDC et la Belgique a mûri. Les acteurs politiques belges ont changé. Il y a beaucoup plus de jeunes qui n'ont pas connu, par exemple, l'époque de l'indépendance, l'époque des batailles dures, batailles politiques dures, et qui sont aussi très pragmatiques aujourd'hui, qui tiennent compte de la réalité de leur propre pays, et aussi il y a une question d'argent. Maintenant, le contrôle sur l'argent et l'argent à mettre au Congo, je pense qu'il y a beaucoup moins que ce qu'ils pouvaient faire avant. Est-ce que la Belgique peut encore faire quelque chose? La Belgique peut toujours faire quelque chose parce que la Belgique a ce qu'on appelle une certaine expertise sur le Congo. La Belgique est toujours l'expert international, incontournable? Pas incontournable, personne n'est incontournable. Non, parce qu'hier on disait toutes les grandes nations du monde, avant de prendre une décision sur le Congo, appelaient les Belges. Vous croyez que c'est toujours le cas aujourd'hui? Moi j'ai toujours cru que c'était pas vrai. Vous pensez que les Américains, pour faire quelque chose au Congo, prenaient leur téléphone pour appeler les Belges pour dire est-ce que vous êtes d'accord? Je ne crois pas. Ou les Français, je ne pense pas. Je pense que c'est une question d'enjeu international, c'est une question d'intérêt, et que pour ne pas froisser, puisqu'ils se retrouvent dans plusieurs organismes ensemble, pour ne pas froisser les Belges, évidemment, ils tenaient les Belges informés de ce qu'ils pouvaient leur dire par rapport à ce qui se passait au Congo. Mais ce n'est pas que sur le plan diplomatique ou de la gestion des intérêts des États, que ces États-là consultaient, demandaient l'autorisation des Belges pour agir au Congo. C'est pour ça qu'il faut voir tous les partenaires, convaincre chaque partenaire pour qu'il puisse investir au Congo parce que c'est très important. Aujourd'hui, on pense encore que les investissements ou les développements, parce qu'il faudrait plutôt penser développement qu'investissement. Nous rappelait encore récemment l'ambassadeur du Japon, l'ambassadeur du Congo RDC, Didier Ramazani. Le développement peut plus venir des pays occidentaux que des nouveaux pays riches? Le développement, les investissements doivent venir de partout. Moi, j'ai toujours demandé qu'on intéresse tout le monde. Et d'ailleurs, au premier chef, le peuple congolais. Il faut investir. Notre développement dépend de nous, d'abord, pas des autres.
Ce qui se passe au Congo dépend d'abord des Congolais. Et ça, c'est l'état d'esprit qu'il faut avoir. Au pays, les gens doivent se dire que le développement du Congo passera d'abord par les Congolais, pas par l'étranger. Mais il faut y associer les autres. Pourquoi ? Parce que nous vivons dans un monde ouvert, nous avons parfois des intérêts communs, et à partir de là, l'investissement et la participation, l'aide des autres est toujours la bienvenue. Mais nous devons travailler nous-mêmes d'abord sur nos problèmes de santé, le développement de la santé, sur l'organisation de l'éducation de nos enfants, parce que la jeunesse, nos enfants, ce sont les dirigeants, ce sont les responsables de demain. Et nous devons travailler nous-mêmes pour nos routes, nous devons travailler nous-mêmes pour la santé, donc nous devons travailler nous-mêmes pour l'agriculture, pour manger, pour bien boire. Je pense que nous avons assez au Congo. D'ailleurs, nous qui vivons ici, ça c'est le message que je fais passer à nos compatriotes du pays. Nous qui vivons ici, nous avons souvent envie de manger ce qui vient de chez nous, que nous payons très cher ici d'ailleurs. Comment vous comprenez justement, on est en direct de la diaspora, comment est-ce que vous comprenez que tout ce qui vient de chez nous, qu'on mange ici, par nous, soit principalement importé ou vendu par des Pakistanais. Le reproche que l'on fait à la primauté des étrangers sur le commerce, sur les business au Congo, c'est le même sur les affaires du Congo à l'étranger. Pourquoi ? Est-ce que les Congolais ne sont pas à même de s'organiser pour cela ? Je pense que les Congolais sont à même de s'organiser pour cela. Le problème, c'est que les Congolais n'ont pas la culture de l'investissement, n'ont pas la culture de dire il faut tout de suite gagner quelque chose. Nous ne lisons pas dans le temps. C'est-à-dire, nous, on veut quelque chose, mais il faut tout de suite. Les Pakistanais et les autres, ce qu'ils font, c'est qu'ils investissent. Parfois, ils perdent de l'argent au début. Parfois, mais ils arrivent à conquérir un marché. Ce n'est pas une question des nationalités. C'est une question des cultures, d'état d'esprit, d'investir, de mettre de l'argent, de mettre les moyens nécessaires. Il y a suffisamment de Congolais qui ont assez d'argent pour pouvoir exporter des produits congolais. Le pouvoir congolais peut négocier avec les pays partenaires pour favoriser ces exportations. Mais il faut que les sociétés congolaises, que les Congolais aient l'esprit d'investir, l'esprit de création pour pouvoir exporter aussi nos propres produits. Je peux vous assurer que nous achetons cher nos chikwang, nos légumes, nos pondous. Ici, ça coûte extrêmement cher. Et nous achetons quand même parce que nous devons manger. Et que nous avons toujours envie de manger ce qui vient de chez nous parce que c'est très bon. Terminons par l'UDPS. Vous en êtes toujours. Toujours. Est-ce que vous pensez avoir, pendant cette émission, avoir été objectif par rapport à tout ce que vous avez dit sur le pouvoir actuel et être en mesure de dire que vous serez objectif par rapport à ce que vous allez dire sur l'UDPS telle qu'elle est devenue aujourd'hui? Je suis un militant, un combattant de l'UDPS, vous avez rappelé ça, mais je suis aussi un analyste, donc je regarde ce qui se fait, ce qui se dit et comment les choses se passent. Vous serez objectif J'ai toujours été objectif dans mon analyse, même vis-à-vis de mes amis politiques, quand je leur parle, quand je leur exprime, quand je dis les choses ou quand j'écris, j'essaie toujours d'être objectif. Le problème, je ne dis pas que nous sommes parfaits. La perfection, c'est Dieu. Les humains, nous avons toujours notre imperfection. L'être humain est imparfait. Et l'œuvre que nous faisons, ce que nous faisons, ou ce que l'UDPS, ou ce que le pouvoir actuel fait, n'est pas parfait. Et on ne peut pas lui demander d'être parfait. Ce qu'on doit lui demander, c'est d'étendre vers la perfection, d'essayer, dans la mesure du possible, de résoudre les problèmes des gens, de répondre aux revendications, de faciliter, de faire en sorte que notre peuple s'oriente vers un bien-être. Voilà. Vous avez été objectif, vous avez dit que vous avez fait une analyse objective. Est-ce que vous serez objectif sur l'UDPS? On va savoir tout de suite. Aujourd'hui, l'UDPS a un président intérimaire, un secrétaire général nommé par un président intérimaire. Est-ce normal?
l'UDPS a un secrétaire général Nommé par le président intérimaire. nommé par le président intérimaire sur instruction du président du parti. Le président du parti qui ne peut plus être président parce que la Constitution le lui interdit. Absolument. C'est pour ça qu'il a instruit le président intérimaire de... En intérim, ça veut dire quoi? Le président du parti de l'UDPS c'est un président élu, selon les termes, les statuts du parti. Donc le président... Le mandat qu'il a perdu en étant élu président de la République. Oui, mais il faut que l'UDPS organise des élections pour avoir un président. Le fait qu'il n'y ait pas d'élection, cela gêne à la bonne marche de l'UDPS? Moi, j'aime beaucoup prioriser. J'aime beaucoup prioriser, dans tout. Je sais qu'il y a beaucoup de questions à résoudre, et la question, c'est une des questions à résoudre. Il y a beaucoup de questions à résoudre. Mais, dans la vie, il faut prioriser. Qu'est-ce qui est prioritaire à l'UDPS? Vous parliez tout à l'heure de la primauté du droit. Qu'est-ce qui est prioritaire? La priorité des hommes ou la primauté du droit? La priorité des hommes. La primauté des hommes. Oui, vous dites prioriser, c'est de priorité. Oui. Mais ça, c'est la priorité des hommes. Qu'est-ce qui est prioritaire? La priorité des hommes ou la primauté du droit? Dans un état de droit, toujours la primauté du droit. Aujourd'hui, comment est-ce que vous jugez le leadership à l'UDPS? Le leadership à l'UDPS a toujours été chahuté. Toujours. Parce que le débat interne à l'UDPS est vif. À l'UDPS, les gens ont appris à s'exprimer. C'est l'une des valeurs que le feu président Tshisekedi nous a inculquées. Nous débattons toujours. C'est très intéressant. Ça serait intéressant un jour que peut-être que vous demandiez à aller voir comment ça se passe dans des réunions de l'UDPS, dans les assemblées des UDPS. Croyez-moi que c'est chaud. Ici, en France, partout où il y a l'UDPS, les débats sont toujours vifs. J'allais arriver à la diaspora de l'UDPS, mais je voudrais terminer à l'UDPS RDC, de ce que vous en savez. Comment définissez-vous le terme taliban? On sait que c'est l'Afghanistan, mais en République démocratique du Congo, taliban à UDPS existe. Bon, vous savez... C'est les combattants extrémistes. Qu'est-ce qu'un taliban? Est-ce que comment les définissez-vous vous-même, en analyste politique objectif? De ce que je peux comprendre, parce que je ne sais pas exactement quand les gens s'affublent des prénoms, des surnoms, on ne sait pas ce qu'ils pensent réellement. Parce que ce n'est pas une institution avec des statuts pour qu'un analyste aille voir pour dire quel est leur objectif et tout ça. Mais je pense que que ce soit dans la musique, que ce soit dans d'autres domaines, les gens s'affublent souvent des noms pour être visibles, pour se faire entendre et peut-être pour montrer leur combativité. Est-ce qu'aujourd'hui, ces talibans, ce ne sont pas les combattants d'hier qui ne sont pas d'accord avec l'embourgeoisement, entre guillemets, de l'UDPS au pouvoir? Je ne pense pas que l'UDPS s'est embourgeoisé au pouvoir. Il y a encore beaucoup de cadres, de gens de l'UDPS qui n'occupent pas des fonctions, mais qui continuent à soutenir le pouvoir et qui continuent à se battre, qui continuent à entretenir la flamme d'Étienne Tshisekedi. Donc, il n'y a pas d'embourgeoisement de l'UDPS, mais comme toujours, vous savez, dans toutes les communautés, dans toutes les sociétés, dans tous les partis politiques, dans toutes les sociétés civiles du monde, vous avez toujours ce problème des gens qui parfois s'écartent du chemin établi. Ils disent pour certains que c'est eux qui sont le porte-étendard ou qui ont gardé la flamme d'Étienne Tshisekedi, opposant. Non, je crois que les gens, même ceux qui ne sont pas à l'UDPS, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas à l'UDPS, mais qui ont gardé la flamme d'Étienne Tshisekedi, parce qu'Étienne Tshisekedi était devenu l'homme de la nation, il était au-delà de l'UDPS. Donc, beaucoup de gens ont gardé la flamme d'Étienne Tshisekedi, mais chacun garde sa partie de flamme.
Aujourd'hui, est-ce que dans la diaspora, où on va dire que plus de la moitié des Congolais étaient de l'UDPS, c'est toujours le cas, cette flamme survit? Je dois dire qu'il y en a beaucoup qui sont maintenant au Congo. Ils ne sont pas tous rentrés. Ils ne sont pas tous rentrés, mais il y en a quand même pas mal. Mais est-ce que l'UDPS a toujours eu la majorité des membres de la diaspora? Non. C'est ce qui se disait à l'époque. Oui, parce que nous avions... La plupart des opposants, des réfugiés politiques, l'étaient sous statut UDPS. Oui, les réfugiés politiques, oui. Parce que par moment, l'UDPS était en avant-garde de la bataille politique au Congo. Donc, les gens se disaient souvent, si je demande l'asile au nom de l'UDPS, c'est peut-être plus facile. Mais ça ne veut pas dire que c'était des gens qui partageaient les idées de l'UDPS. Et nous étions en avant-garde pour l'organisation de manifestations, la capacité de mobilisation. Mais tous ceux qui venaient à la manifestation de l'UDPS n'étaient pas membres de l'UDPS. Bon. Donc combattaient peut-être la dictature qui était sur au pays, mais n'étaient pas forcément membres de l'UDPS. Je me souviens des sit-ins, des marches où on était 4, 5, 6, ici, devant le ministère des Affaires étrangères, où des rires, des critiques. On se moquait de nous ici. On se moquait de nous parfois parce qu'on faisait des marches où on était moins nombreux que les policiers. Donc, vous comprenez, on a organisé des marches sur moins nombreux que les policiers. Mais on était en avant-garde dans le discours, dans la combativité face à la dictature. C'est pour ça bon, maintenant, évidemment, nous ne pouvons pas être au pouvoir et dans l'opposition. L'UDPS est au pouvoir et l'UDPS mène ses actions politiques en tenant compte de son positionnement politique. Monsieur Robin Masangana Diamaka, je vous remercie. Je vous remercie beaucoup. Leaders dans leur secteur à l'étranger, ils restent toujours tournés vers la RDC. Mais qu'en pense-t-il? Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. En direct de la diaspora, l'ancienne opposition UDPS réalise-t-elle ce qu'on attendait d'elle après tant d'années de lutte? Je reçois ce lundi 6 septembre, après le journal de 19h, Robin Masangana Diamaka, analyste politique, écrivain. Il a été en Europe de tous les combats auprès du président Félix Tshisekedi.